Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo 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 Léo Walk, aka le randonneur qui gravit des sommets, comment ça va? Écoute, ça va plutôt bien. Cool. Avant de te poser la première question, je rappelle à ceux qui tombent sur le podcast peut-être par hasard ou qui le connaissent pas très bien que ça s'appelle Sweep, donc ça s'écrit S-W-E-E-P, et on est disponible sur les différentes plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube. Donc bienvenue à tous et allez checker les épisodes précédents. On est à la 3e saison, au 3e épisode. Léo, merci de nous accorder 1 heure de ton temps. Merci à vous. Pour commencer, on te pose une question très simple. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Léo, j'ai 27 ans et je viens de Champigny et actuellement je vis à Paris. Ok, simple. Pour, pour avant peut-être de te poser d'autres questions, je présente mon cher collègue Mathis Théophile. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi mon petit Noé? Ça va, merci. Au top. On vient de faire un restaurant en terrasse à Bordeaux avec Mathis avant d'enchaîner sur l'épisode. Je donne le ton de l'interview. T'as plein de différentes casquettes, sans mauvais jeu de mots, avec le fait que t'en as une en ce moment même derrière la caméra. Nous, on aime bien, avant de retracer le parcours, faire un petit état des lieux de c'est quoi ta vie en ce moment, genre de ces dernières semaines, pour savoir un petit peu toi dans quel état et où t'en es. Parce que tu fais tout un tas de trucs différents et j'imagine qu'en fonction des moments de ta vie, tu dédies pas ton temps pareil au truc. Tes 2 dernières semaines, ça ressemblait à quoi pour se faire une idée en termes d'emploi du temps? Alors, qu'est-ce que je fais en ce moment? Ces dernières semaines, je passais pas mal de temps au bureau Walk. Enfin, pas au bureau en fait, à la boutique Walk, mais en dessous on a des bureaux et on bossait les prochaines collections. J'ai passé beaucoup de temps seul et avec Seisana qui est mon manager et mon assistant dans des studios de danse pour créer de la matière pour la prochaine pièce. Et je suis principalement resté à Paris. Non, je suis allé à New York juste 4 jours, il y a 2 semaines. Ça, c'était pour défiler pour la meuf qui va habiller la pièce. Donc, et après, ouais, non, il y a eu la Fashion Week où je devais gérer quelques rendez-vous. Et en vrai, j'ai pas mal bossé pendant la Fashion Week. Mais en vrai, j'avoue, j'ai dû dormir 10 heures en 2 semaines. D'où ma tête d'éclater au sol. Je bosse beaucoup, beaucoup, mais après, je sais une fois que la machine est lancée, que mes danseurs vont être en résidence et que les collections vont être en route et machin, c'est l'amorce, quoi. C'est toujours septembre, c'est comment tu lances la machine. Et il fallait gérer le stylisme sur la pièce, il fallait gérer. J'ai eu beaucoup de rendez-vous aussi pour la scénographie avec le théâtre du Châtelet pour savoir comment. En fait, c'est vraiment un truc que je découvre, la partie scéno, qu'en fait, c'est complètement un autre monde. Genre, j'avoue que il y a vraiment des moments pendant des 20 minutes, je leur dis, bah, j'ai rien compris, les gars, de tout ce qu'on a dit. Genre, il n'y a pas un mot que j'ai compris. Tellement c'est technique, tu vois. Mais voilà, j'essaie d'apprendre, en fait, le plus possible. C'est ça. Et je suis tellement sur des trucs différents que c'est passionnant parce que j'apprends, en fait, j'apprends, je sais pas, une centaine d'infos par jour et c'est ça qui est nourrissant aussi dans le fait d'avoir plusieurs casquettes. C'est drôle parce que là, ça fait 2 artistes qu'on vient d'avoir, en tout cas ce week-end, qui bossent dans le milieu de la mode. Là, tu disais que tu étais en train de préparer la prochaine collection. C'est comment on prépare une nouvelle collection? C'est quoi ça? Il y a des réus, ça se passe comment? C'est quoi le quotidien? Ouais, il y a des réunions. J'ai une styliste qui est là. Et puis je suis avec mon associé Gary et maintenant Seisana aussi qui avait qui s'est mis aussi à designer aussi avec nous. Et on partage des inspi, on partage des shapes, genre des coupes qui nous plaisent. On débat en fait beaucoup, tu vois. Et, euh, et après, chacun apporte ses idées. Au final, on arrive à trouver un truc qui nous plaît. Là, vous êtes au tout début du travail ou vous avez déjà un peu amorcé le truc beaucoup plus tôt?
Bah non, là c'est pas pour la prochaine collection ni pour la prochaine d'encore après. C'est pour la troisième. Tu sais, t'as Ok. toujours deux trois coups d'avance. Tu prépares toujours les collections d'avance. Donc là aujourd'hui, là ce matin, on était en train de shooter le lookbook qui sort la collection hiver en fait. Et, ouais, c'est ça. Comme ça, on a le temps, mais après ça part vite au Portugal et, euh, et on reçoit les premiers protos soon. Ok. Je te propose, avant d'entrer en détail dans certains des trucs que tu fais, de faire un genre Ouais. de step en arrière pour juste parler un peu des débuts et tout. Toi, Ouais. tu viens du break, t'as démarré comment la danse? En fait, il y avait un gars en bas de mon bâtiment qui avait commencé le break. J'avais 7 ans et, et en fait, j'ai trop kiffé. J'ai capté direct, c'est ce que je voulais faire. Enfin, c'est ce que je faisais déjà instinctivement. Genre, tu sais, tu connais, t'es petit, tu fais le yamakasi, tu fais des cabrioles. Genre, t'as envie de faire que des trucs un peu comme ça. Et directement, genre, j'étais en mode ok, je le voyais faire, j'avais envie de faire ça. Et j'ai rencontré Didier Bocco de. Je sais plus, en fait, à l'époque, ça s'appelait Old School, maintenant c'est fondamental, mais Ouais. c'était Old School, l'association à l'époque. Et c'était un des premiers vraiment qui était vraiment investi dans la jeunesse, dans le break. C'était ouf, en vrai, genre, il nous a mis tellement bien, c'était fou, on partait tous les week-ends. T'imagines, genre, t'avais 8 9 ans et tous les week-ends on allait faire des battles. C'était un truc de fou, on était 10 mômes et on avait la chance de partir tous ensemble. À l'époque, tu vois. Là, c'est il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans, ça, tu vois. Donc, c'est une époque dans le break qui était particulière. Il n'y avait pas d'oseille. mais, mais il y avait de l'amour. Alors, il y avait de l'amour. Et alors aujourd'hui, dans le break, si on fait un plus 20 ans maintenant, t'as l'impression qu'il y a plus d'argent et moins d'amour, plus d'argent, autant d'amour? Hmm, moi, pour moi, de comment j'ai amorcé ma relation au break, ce que j'ai ressenti de fort au-delà du corps, c'est vraiment, c'était les musiques. J'avais un truc qui me prenait dans les sons sur lequel on dansait, tu vois. Que ça soit. Enfin, vraiment, genre à la salle, je trouvais ça fou qu'on soit tous en train de danser sur Nina Simone. Puis après, genre, des sons de rap Quinry, genre, complètement ouf. Et puis The Mexican de Babe Russ, tu vois. Genre, enfin, c'était des sons où il y avait une émotion qui venait dans nos tripes, tu vois, et on venait lâcher un truc qui était trop beau. Et j'avoue que j'ai pas assez suivi le break pour dire ce qui va pas aujourd'hui. Je sais juste, je vais juste parler de moi, mon ressenti. C'est que petit à petit, genre, j'ai continué, hein. C'est pas genre j'ai lâché du jour au lendemain, j'ai tourné le dos au break. C'est juste que je faisais des battles et j'étais en mode, mais c'est pas possible. Genre, faut de la musique. On est des danseurs, tu vois, dans le break. Enfin, tu vois, dans le breakdance, il y a dance, c'est lié à la musique, tu vois, il nous faut du son en fait. C'est trop important le son. Et j'avoue que moi, j'ai grave du mal avec les nappes qui font. Et genre, tu sais, t'as ça et t'es en mode, ok, là c'est. Bah, faut casser sur ça quoi. Et, euh, et moi, je sais que j'ai cette approche du break ou de la danse en fait en général, où j'avoue que c'est grave le son qui me met dans un mood. Trop important, tu vois. Donc au-delà de l'argent, je pense, enfin déjà, je pense que ça manque DJ Cléon, tu vois, ça manque DJ Ben. Moi j'ai grandi avec ces DJ-là qui venaient avec leur vinyle et qui nous faisaient rêver, tu vois. Et du coup, Parce que maintenant, la qu'est-ce qui se musique, passe? Tu vas beaucoup moins à des events ou tu choisis beaucoup mieux tes events selon les DJ qu'il y a? Ça se passe comment? j'avoue que j'ai un peu coupé. Ça fait un petit temps que j'ai coupé. Après, je reste passionné et je kiffe. En fait, je crois que c'est le fait que justement j'ai coupé de ça qui fait que je l'aime autant et que je peux vraiment arriver en étant un spectateur et genre me dire waouh c'est fou ce qu'ils font tous tu vois alors qu'à l'époque il y avait trop d'histoires il y avait trop de tu vois tout le monde parlait les uns derrière les autres les machins et du coup de plus du tout être dans ça
ça fait que je suis un espèce comment dire, je suis étranger à tout ça. Et c'est-à-dire que juste ça me permet de les aimer tous, tu vois, et d'aimer tout le monde et juste regarder un mec qui danse et de prendre du plaisir de ouf, tu vois, à le regarder. Hmm. Et pour continuer le petit historique, du coup, quand tu as démarré le break et tu étais dans cette association qui vous emmenait faire des battles, ça a été à partir de combien d'années de break que tu as commencé à bifurquer et à t'extirper un petit peu du circuit des battles pour faire d'autres choses? Je dirais, en fait, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de battles. Et je pèse mes mots, genre, c'était vraiment, on partait tous les week-ends je pense, de mes 9 ans à mes 15 ans, tu vois. On faisait énormément de battles. Et en fait, après, tu connais l'adolescence, tu vadrouilles, t'as des problèmes de famille, machin, tu pars un peu dans tous les sens. Déjà, j'avais arrêté. Après, j'ai repris et j'étais vraiment en mode déter, solo, tu vois. Justement, sans mon crew, je m'inscrivais tout seul, j'allais faire plein de battles, j'allais prendre des trains partout. J'étais vraiment, genre, dans le truc. Et, euh, et en fait, vers 18-19 ans, après, ça s'est fait naturellement, en fait. Je continuais les battles. Je continuais les battles et c'est juste que, bah, j'ai trouvé j'ai trouvé des réponses à mes questions. Tu vois, et j'avais des vraies questions autour de la danse et de m'être ouvert et d'avoir bossé genre avec des chorégraphes contemporains, d'avoir pu imaginer encore une autre liberté. Parce que moi, je crois que ce que j'aime dans la danse, c'est la liberté. Et ce que j'aimais dans le break, en fait, de base, c'est que déjà, tu passes du classique au break. Tu vois, il y a une liberté qui est infinie, tu vois. Sauf que dans la mentale, il y avait encore des choses où je sais que moi, quand j'ai commencé, c'était déjà assez fermé. Enfin, moi, par exemple, quand j'ai commencé, c'était trop bizarre parce que déjà petit, genre quand j'avais genre 9-10 ans, j'avais un délire, genre, je sais pas, je voulais faire des glissades, tu vois. Genre, j'étais que dans des espèces de glissades et tout. Mais à l'époque, c'était, ouais, il y a 20 ans, c'était genre vraiment, genre, les gens, il y avait que des blancs, genre, quand je faisais des passages. Et je comprenais pas mes frérots, genre, mon duo Little D, il était là, il sautait en clash, tu vois, tout le monde était, waouh, ça c'était bras clash, c'était la technique. Et genre, vraiment, moi, genre, tout le monde était comme as. Ouais, ouais, yes, bon délire. Et je me rappelle un battle à Brest où c'est la seule fois où j'ai senti c'était un quinri, je crois, c'était Just Boogie, il s'appelle. Il existe ou pas Just Boogie, vous savez pas? Ouais, je crois qu'il existe. Moi, le nom ne me dit rien, Moi, ça me dit rien mais non plus. peut-être qu'il existe. Ça m'étonnerait pas qu'il existe. Attends, faut que je me rappelle de son crew, c'est un gros crew en plus. Et c'est la première fois que je voyais un gars s'enjailler sur mon break, tu vois. Et il me disait, waouh, c'est lourd ta recherche et tout. Et tu sais, ce qui m'a fait trop bizarre, c'est qu'en fait, j'avais trop l'impression que c'était. Enfin, vraiment que j'étais à côté de la plaque, tu vois, dans le break. Et du coup, j'assumais pas. Heureusement, j'avais un grand qui me disait, qui me poussait dans ça, tu vois, qui me disait, mais amuse-toi, franchement, c'est lourd ce que tu fais et tout. Et qui m'a poussé dans ce truc-là. Mais du coup, j'avoue que bah, je comprenais pas, quoi. Tous les frérots, ils faisaient des 19, ça criait. Et moi, je cassais des passages, il y avait des blancs. Et du coup, ce qui m'a fait bizarre, c'est quand j'ai arrêté le break et que je suis revenu. Quand je suis revenu, je crois que c'est vraiment la période où, tu sais, Chacal, il faisait ça, il a fait sa fameuse stade et machin. Et il y a eu vraiment cette espèce d'époque. Et tout d'un coup, je voyais tout le monde faire des glissades sur les rotules, à tordre ses chevilles, à faire à chercher des espèces de moves un peu chelous. Et genre, j'étais en mode, ah ouais, putain, en fait, c'était pas, ouais, c'est possible de faire ça dans le break, tu vois. Et sauf qu'à ce moment-là, Ouais, je sais que j'étais, c'était pas hors sujet, c'était une question. Juste, j'étais t'étais pas tombé à la bonne époque, quoi. C'était pas le timing. J'avais plus la flamme. Ouais, j'avais plus la flamme. Et je sais que des fois, avec Didier, on se téma des vidéos. Genre, c'est justement ce battle de Brest, j'avais 11 ans, je crois, un truc comme as. Et ce qui est drôle, c'est que je faisais que des glissades, que des espèces de footwork où je sais qu'il y a vraiment une mode, mais 10 ans après, tu vois. Et sauf que moi, j'avais plus l'énergie, j'avais plus ce truc de vouloir faire des battles à fond, tu vois.
j'étais plus du tout dans cette énergie-là. Mais ça m'a fait plaisir, tu vois. Je me suis dit, c'est bien, tu vois. J'apprécie cette forme de break. Bon, maintenant, le break, c'est trop chaud. Puis pour moi, ils ont tout maintenant. Ils ont cette espèce de truc où t'as cette fluidité, cette recherche, où tu sens que les mecs, ils sont dans des laboratoires et en technique, ils sont à des niveaux au sommet. Donc, c'est impressionnant. Ta pause, elle a duré combien de temps? Avec le break, Ouais. bon, en vrai, pas tant de temps que ça. Parce qu'on organisait quand même les cercles old school. Et je venais, tu vois, mais on était. Tu vois, il y a cette période, on a tous une période comme ça où on revient toujours au break, mais où tu sens que le frérot, il est plus trop dedans, quoi, tu vois. Bah, après, c'est la vie, tu vois. Il y a des moments dans la vie, t'as des bonnes périodes. Moi, au niveau familial, j'avais une petite période de merde, donc j'avais pas du tout la vie à danser, quoi, tu vois. Puis, ça. Sans, sans rentrer dans les questions peut-être habituelles que des médias vont te poser quand ils t'interviewent sur les choses les plus connues de ton parcours, même si on va quand même revenir à certaines choses. Euh, J'aimerais bien un peu parler de l'ambition par rapport au battle des débuts et certaines choses que tu fais maintenant qui démontrent quand même une certaine ambition pour... tu nous parlais là de tous les trucs que tu es en train de faire en ce moment sur lesquels tu n'as aucune idée de comment ça se passe, mais l'appétit que tu as quand même pour les découvrir, tu vois. Est-ce que ce genre de... Si on disait que l'ambition, c'était une sorte de muscle comme ça qu'il faut travailler, est-ce que toi, c'est un... Et cet appétit-là, est-ce que c'est quelque chose que tu avais dès le début du break et des battles, ou est-ce que c'est quelque chose que les battles t'ont amené? Quel genre de jeune t'étais quand t'as démarré? Bah, quand j'ai démarré, j'avais de l'énergie. En fait, j'avais une mentalité qui était pas justement trop cohérente avec le break. Parce que moi, je dansais vraiment pour m'amuser et pour kiffer. Et j'avoue que il y avait grave ce truc à l'époque où il fallait se fumer, tu vois. Et moi, je comprenais même pas le concept en fait. Tu vois, genre, ce qui me faisait kiffer, c'était d'avoir eu un échange avec un gars, tu vois, où vraiment, je sais pas, on s'est donné, il y a eu une énergie qui a circulé, mais pas dans un truc où, genre, je sais que par exemple, j'avais deux fonctionnements. Il y avait mon duo et moi. Little D, fallait lui dire, vas-y, là, tu les fumes. Enfin, tu vois, on lui parlait genre vraiment comme ça. Et moi, quand tu me disais ça, j'étais claqué, je pouvais rien faire. J'étais tétanisé parce que je comprenais pas le concept d'aller. Tu vois, je voyais pas ça comme un terrain de boxe. Et par contre, les fois où il me disait genre, tu sais quoi, juste amuse-toi. Quand il me disait amuse-toi, là par contre, genre, je cassais des passages, je prenais le son du début à la fin, je sais pas, je kiffais, tu vois. Et, euh, et je sais que moi, c'était ça ma relation au break, c'était genre amuse-toi, tu vois. C'était vraiment ça, tu vois. Et non, c'est une déterre qui est différente. Je crois que ce que j'ai eu après, ça a été, ça a été par rapport plus à ma vie perso, plus à des problèmes de famille ou à un moment d'être dans une situation qui était un peu galère et précaire, qui fait que genre bah du coup j'ai eu une dalle de fou quoi quand les portes elles se sont ouvertes et je veux plus jamais retourner dans cette là du coup vu que je dépends que de moi à tous les niveaux, bah je sais que je garde toujours la tête hors de l'eau, tu vois, et j'ai la dalle. Hmm. C'est un peu ça, tu vois. Par rapport à ça, tu parles de portes qui se sont ouvertes et en effet, il y a eu des sortes de... Tu pourras sûrement en parler mieux que moi, mais j'ai eu l'impression que par exemple pour l'audition où tu as été pris avec Christian the Queen, etc., il y a eu des sortes de bons timings qui se sont goupillés pour justement qu'ensuite Ouais. ça ouvre d'autres portes. Du coup, des sortes de moments comme ça, à l'inverse du break dont tu parlais tout à l'heure, où toi, tu avais un style de break où l'époque adaptée est arrivée plus tard avec Chacal, etc. Par rapport à ce que tu faisais, par exemple pour l'audition de Christian the Queen, il y a une sorte de bon timing. Mais
Sans même parler de ces bons timings-là, est-ce que en traversant les périodes difficiles dont tu parles et en ayant cette dalle qui est arrivée pour plus être en galère, est-ce que tu as élaboré une sorte de plan dans ta tête en te disant l'issue de mon plan, là où je veux aller, c'est ne plus être en galère et donc je m'imagine à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cette hauteur-là, enfin dans une sorte de Ah ouais, projection non. avec des étapes d'un plan, ou est-ce que le plan, tu as l'impression qu'il se déroule un peu malgré toi sous tes Et, pieds et que et ça va tout doucement. ouais, je pense qu'il y a eu un bon timing. Je pense que j'ai eu de la chance, tu vois, genre, tu vois, genre, je pouvais pas imaginer quand on m'a dit, ouais, Christine, tu vas danser pour une petite chanteuse française. Genre vraiment, tu vois, on faisait des salles, on faisait des tout petites salles, tu vois, c'est devenu Christine and the Queen, c'est la meuf qui a limite le plus tourné, une des françaises qui a le plus tourné. J'allais dire avec Stromae, mais tu vois, Stromae, il est même pas français, donc c'est vraiment une des seules artistes qui a été développée à l'Inter. Comme quand je suis sorti avec Angèle, c'était ma meuf, tu vois, elle avait 1000 followers. La meuf, elle est devenue genre, elle a 3 millions de followers, c'est devenu des nanas les plus connues en France, tu vois. Tu sais, il y a eu des timings et genre vraiment, genre, ça a jamais été calculé. C'est vraiment, je pense que c'est une énergie qui circule de ouf en fait. Je pense que c'est, je pense que tu vois, il y a demain n'importe qui peut faire des bêtes de choses. C'est juste qu'il faut qu'il arrive à atteindre une liberté totale dans son art et dans son mental et qu'il y ait un espèce de timing où il y a, je sais pas si c'est de l'amour, je sais pas si c'est des connexions entre d'autres humains, mais je pense que c'est important. Putain, je me perds un peu dans ce que je dis, mais il faut que je garde le fil. Est-ce que est-ce que tu voudrais dire, pour suivre un peu ta pensée, est-ce que par exemple, si on parle du bon timing de l'audition avec Christy and the Queen, où t'as été pris et c'est après coup que du coup ça s'est super bien passé pour elle et du coup pour toi et que ça a ouvert des choses, est-ce que tu dirais que c'est simplement une sorte de gros coup de hasard? Ou est-ce que dans ce que tu dis, tu penserais plutôt à une sorte de destinée, pour utiliser des grands mots, tu vois? C'est une énergie qu'on a donnée tous. C'est une nana talentueuse, comme il y a des gens qui sont talentueux, mais qui a eu le mojo à un moment parce que Diablo, il avait une énergie qui avait le mojo, Nicolas Huchard, il avait le mojo. On représentait quelque chose qui était super bizarre à l'époque. T'avais Diablo, danseur un peu, tu vois, street machin. Nicolas Huchard, qui est beau, qui est classe machin. Mehdi Carcouche, qui est game et qui est en mode commercial. Moi qui est en mode image, genre blanc, bobo un peu, tu vois. En fait, on y avait un espèce de mélange où à l'époque, je pense juste. Maintenant, aujourd'hui, tu vois, tous les castings, c'est ça. C'est genre, il nous faut un blanc, il nous faut un renoir, il nous faut un gay, il nous faut un trans. Tu vois, il y a cette mixité-là. Mais je pense à l'époque, tu vois, il n'y avait pas trop ça, tu vois. Et je pense que déjà, la danse, elle avait jamais été mise en avant sur scène, genre réellement en France, tu vois. À part dans le commercial, mais là, c'était un peu plus pop, tu vois. C'était un peu plus arty en fait, je vais dire, tu vois, que commercial. On n'était pas sur les plateaux télé. Énergie 12, c'est vraiment genre pendant 1 heure, on dansait, on performait dans les clips. Il y avait vraiment une approche artistique qui était intéressante. En tout cas, moi, de l'avoir vécu en tant que danseur, le travail de Marion, mais aussi de Christine, parce que c'est aussi, tu vois, c'est aussi l'artiste qui nous a aussi emmené dans son truc aussi, tu vois. Euh, elle nous laissait une porte grande ouverte à ce qu'on était. En fait, on est monté ensemble, tu vois. On est monté ensemble et je crois qu'aujourd'hui les gens ont du mal avec cet esprit de collectif. Et moi, je le vois. Hein, je passe ma vie à créer un collectif et puis il y a 40 histoires d'ego, c'est fucked up et je suis triste à nouveau. Et après, je reprends espoir, je recrée un collectif et ça repart en couille. Et je passe ma vie à faire ça, tu vois. Je passe ma vie à faire ce truc-là parce que en fait, je pose le pour et le contre et je me dis, ok, vas-y, il y a peut-être eu 27 embrouilles, il y a 3 couteaux dans le dos, mais vas-y, ça nous a grave apporté tous. Et je préfère me dire, bah, il y a plus de mieux que de mauvais. Du coup, genre, c'est vrai que je pense que c'est important cette espèce d'osmose à plusieurs. En vrai, c'est, je pense qu'il n'y a aucun artiste qui réussit, genre, vraiment tout seul, tu vois.
Je pense que même si t'es tout seul, c'est que derrière toi, en fait, t'as tes inspi, tu vois. Genre, moi, dans ma life, j'ai des inspi, genre, personne les connaît, genre, tu vois. Et jamais je vais en parler en interview et machin parce qu'on on parle, genre, directement de ce que les gens voient, alors que, en fait, bah, mon ami d'enfance qui est dans sa petite Wers, qui est dans sa bulle, qui a, qui a, qui est inconnue au bataillon, bah, elle va m'inspirer peut-être 40 fois plus que tous les designers actuellement de mode, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça. Il faut. Moi, ce qui m'a vraiment porté dans ma vie, c'était de. Ouais, il y a un moment, j'ai été une boule d'amour et d'énergie, tu vois. Et je pense que juste j'ai connecté plein de choses. Et c'est ça qui fait que j'ai monté parce que j'étais que. Et vraiment, je m'en rappelle aujourd'hui avec du recul. Je me dis, putain, mais il y a des gens vraiment, ils voulaient me descendre. T'as des mecs qui voulaient me frapper. T'as des mecs qui voulaient. Enfin, il m'arrivait mille et une stories, tu vois, dans ma life. Mais je me suis dit, ça a passé vraiment au-dessus de moi. Je m'en foutais. J'étais en mode, non, bonnes vibes, tu vois. Et en fait, je suis resté que dans des bonnes vibes. Et en fait, je pense que si il t'arrive des bonnes choses, en fait, quand t'es dans des bonnes énergies, quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, ce délire de gens qui te voulaient du mal et tout ça, est-ce qu'il est toujours présent ou c'est bon, c'est passé? Ah, de fou. Il est toujours présent. J'ai presque envie de vous citer un nom qui, il y a quelques mois, vraiment. Mais il y en a plein. En fait, il y a plein. Mais vous seriez choqués du nombre de breakers qui m'envoient des menaces, des, des trucs, tu vois, c'est ouf. Et vraiment, même des fois, des potes à WAM avec qui, genre, j'ai dansé de ouf et qui peuvent littéralement juste m'envoyer la prochaine fois que je te vois, je te mets une grande gifle de cow-boy. Enfin, genre, vraiment, t'as des gens, et vraiment, j'essaie de comprendre, tu vois, d'où ça vient, tu vois. J'essaie de. Mais ça aborde un sujet que je voulais vraiment voir avec toi, que tu parles là par exemple tu parles des gens du break parce que si ça se trouve ça a été des Ouais. gens de plein de sphères différentes qui t'ont pas voulu que En du fait, bien. dans Mais la danse, hein. de J'ai eu quoi? ça. Que dans la danse? Il y a que j'ai eu ça, ouais. D'accord. En fait, moi je trouve que et c'est principalement la raison pour laquelle on était curieux de t'inviter sur le podcast, c'est parce que pour moi, dans la communauté hip-hop, parce que c'est quand même un podcast qui à la base interview des gens de la communauté hip-hop, t'as une place qui est, t'as une place qui est assez unique dans le sens où elle est à un endroit assez spécial dans la manière dont je le vois, c'est qu'elle est à la frontière entre notre communauté, tu vois, dont pour moi tu fais partie de par tes racines et le fait que tu aies pratiqué autant d'heures et que tu aies fait des battles et que tu connaisses tous les codes de la communauté. Et à la fois, tu es une sorte de porte ouverte vers le entre guillemets grand public, je sais pas comment on va l'appeler, mais vers des personnes qui connaissent moins cette communauté-là, tu vois. Et il y a plein de personnes qui connaissent pas le breakdance, par exemple, et qui te connaissent, et qui du coup connaissent le breakdance par toi et par aucune autre personne de notre milieu, tu vois. Et c'est là que je trouve que c'est une place intéressante parce qu'il n'y a pas grand monde qui est sur cette frontière-là entre la bulle du break et la bulle du monde, si on peut dire que ce serait genre deux bulles, tu vois, parmi toutes les bulles qu'il y a. Et, euh, et du coup, dans certains commentaires qu'on peut voir sur YouTube ou sur d'autres trucs, en effet, il y a des gens du milieu du hip-hop qui, euh, qui ont l'air d'être affectés par cette place que tu as de frontière un peu. Est-ce que toi, tu as réussi à comprendre la chose qui te reprochait en fait? Hmm, honnêtement, honnêtement, oui et non, parce que, euh, parce que clairement, genre, en toute honnêteté, je pense que je suis légitime d'avoir une place quand même dans cette bulle, parce que si, c'est juste que les gens m'ont connu que récemment, mais
j'avais 7 ans que je faisais l'échelle Battle Pro, que je faisais des battles et c'est juste qu'en fait, bah déjà que je comprenais pas quand Didier, tout petit, il me disait toujours, euh, genre t'as la gueule de l'emploi, tu vois. Genre je comprenais pas quand il me disait ça. Et, euh, et aujourd'hui j'ai compris parce que aujourd'hui je fais des campagnes monde qui m'ont changé la life, tu vois. Genre dans le mannequinat m'a changé ma life, tu vois. Genre enfin, je suis passé par tellement de moyens chelous pour gagner de l'argent dans ma vie qu'aujourd'hui de vraiment pouvoir être structuré, tu vois, je vais pas mentir, j'ai acheté un appart à Paname, je suis bien, tu vois, j'ai plus ces soucis-là et c'est vraiment juste grâce, sans se mentir, peut-être à mon travail, à tout ce que, ouais, j'ai charbonné aussi, mais c'est vrai que ma tête elle a joué, tu vois, et c'est un sujet qui est touchy, tu vois, de la manière dont j'en parle, mais c'est parce que c'est réel, tu vois. Genre, moi, je comprenais pas quand on me disait t'as la gueule de l'emploi par rapport à tous tes frérots qui sont cramés alors qu'on vivait au même quartier, tu vois, on était tous ensemble. Mais j'ai compris aujourd'hui et je pense que, bah, ouais, je pense que ça attise une haine parce que toi, t'es là, tu t'entraînes tous les jours et t'es en mode pourquoi lui, en fait, il est sur ce panneau et pas moi, tu vois. Je pense que ça fout la mort. Et pourquoi lui, en fait, sa compagnie elle tourne alors que moi, je suis là, j'ai fait des dossiers, j'ai payé des gens, je me suis buté. Et j'ai comme un peu un syndrome de l'imposteur, tu vois. Je me sens un peu comme As, souvent. C'est pour ça que je pense que je travaille 3 fois plus et c'est pour ça que je crois que ça a marché. C'est parce que je sentais qu'il y avait un truc déjà acquis pour WAM, tu vois, qui était déjà plus simple Hmm. à avoir que les autres. Et du coup, bah, j'ai rien demandé à personne. Là où, honnêtement, je peux te dire une chose, c'est que tous les jours, on me demande 10 000 services et je les rends, tu vois. Tous les jours, on me demande, ouais, tu penses que je peux négocier combien pour ça? Ouais, t'as pas un contact pour machin? Ouais, t'as pas. Et je les rends, tu vois, tous les jours. Mais moi, honnêtement, j'ai vraiment fait mon queutru solo. J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment essayé d'être dans ma bulle et de me surpasser chaque jour parce que justement, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur, tu vois, alors que, ouais, c'est tellement, en fait, j'ai une relation aussi à la danse qui est intime, tu vois, de ouf, où, où j'étais là avec mes gars et on partageait des choses tellement vraies, tu vois, genre à s'entraîner. Même Marion Motin, tu vois, au final, Marion Motin qui est maintenant genre connu, machin, tout ce qu'on peut imaginer. Marion, on s'est connus, on avait 14 15 ans et on bouffait du poulet frit et on s'entraînait genre dans la street, tu vois. On s'entraînait, genre on prenait une enceinte et avec des maths, on fumait des winges et on s'entraînait non-stop, tu vois. Et donc j'ai toujours eu une approche qui était vraie et intime dans mes rapports aux gens et c'est juste que par la place que j'ai maintenant, bah, on vit dans un monde où, ouais, on vit dans TikTok, on vit dans Instagram, dans tout ça, même si j'essaie de prendre grave du recul et je sais que les gens, je le vois en fait, au-delà d'être même si je suis pas parano, mais je le vois instantanément que le frérot, il veut arriver à ses fins, tu vois. Il veut quelque chose, tu vois, genre, je sens que c'est pas juste on est là et on danse ensemble, tu vois, genre. Je sens il y a un truc. Et c'est juste ça, j'avoue, qui a été un peu chelou pour moi dans ces dernières années, rapport à la danse, parce que t'as pas envie de te la péter, tu veux pas être arrogant, donc tu t'effaces un peu, mais quand tu t'effaces, tout le monde t'écrase. Enfin, il y a une espèce de truc qui est compliqué à gérer dans cette position-là. Hmm. Et est-ce que par rapport du coup à cette impression que tu avais de syndrome de l'imposteur et tous les retours que tu avais, à un moment tu t'es dit je vais peut-être arrêter de faire ce que je fais. Est-ce que tu as voulu te remettre en cause, en question, ou tu t'es dit non vas-y fonce, continue à faire ton, ton Alors, petit parcours solo. c'est paraître bateau, tu vois, de dire ça, mais on va dire les vidéos par lesquelles j'ai été connu et les choses par lesquelles j'ai été connu dans ma life, c'était purement de la survie, tu vois. C'était vraiment genre c'était tellement instinctif et viscéral, tu vois, c'est vas-y frérot, prends la cam et filme-moi, je vais danser dans la rue là, je suis en train de péter un câble et genre et la vidéo elle faisait 1 million de vues et toutes ces choses que j'ai fait dans ma life, j'ai
je sens même pas que c'est moi, tu vois. J'ai l'impression que c'est pas moi. J'ai l'impression que c'est un truc qui fait ça et juste je le crache. Et je suis pas du tout en mode ah bientôt il faut que je fasse ça parce que c'est ça qui va marcher, machin. C'est j'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai réussi et on a l'impression que c'est calculé. On va dire qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des codes que je commence à comprendre dans la forme pour que ça marche, par rapport à la mode, par rapport à plein de choses, mais c'est des codes que j'avais pas du tout à la base. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait vraiment de manière instinctive et j'ai appris sur le tas. Tu vois, t'es en mode ah ok, ça fonctionne, ça marche et tu le comprends en fait au bout d'un moment. Mais même encore maintenant, je sais que même dans ma compagnie, tu vois, des fois, je suis en train de créer un tableau. Pardon, excusez-moi. Je suis en train de créer un tableau et en fait, par rapport à une image que j'ai vue, que je veux construire, qui est trop belle, et on bosse dessus pendant 3 jours. Et en fait, je me retrouve à péter un câble et à revenir 20 minutes après et faire un tableau en 15 minutes en sbeul parce que je suis en mode ok, toi tu fais ci, toi tu fais ça, je veux que ça marche, je veux que. Et en fait, je marche vraiment des fois de manière hyper instinctive. Ça, en fait, c'est vraiment aujourd'hui, dans mon ressenti, je sens vraiment qu'il y a un mélange, un équilibre entre le fond et la forme. La forme, pour moi, c'est les codes que j'ai compris dans l'image, dans la mode, dans ce que j'ai pu faire à travers Walk, à travers tous les shootings que j'ai fait, enfin de travailler en tant que directeur artistique, en movement director, tout ça. Et le fond, euh, ouais frérot, j'aimerais bien que tu chorégraphies mon clip. Voilà, je t'envoie la musique, je reçois la musique, bah j'aime pas, je peux pas le faire parce que le fond il est pas là. Donc j'ai Hmm. besoin du fond, j'ai besoin que ça me parle que je visualise instantanément des choses, que je sois que je projette directement des images dans ma tête. Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'à la base, t'es pas du tout un fin stratège qui a un tableau dans sa tête de toutes les cases à cocher pour que ça marche et et qui les met en application parce qu'il va pile taper là où il faut. C'est, Exactement. Et tu commences à beaucoup de gens. comprendre. Bon, il y a même beaucoup de danseurs qui pensent que je suis juif, ça j'ai toujours pas compris. Encore j'ai pas compris que ouais, non, mais les juifs, ouais, d'accord. Alors déjà, je suis portugais, rien à voir. On peut être portugais. Je suis pas juif et je suis pas un qui se pose dans un laboratoire et qui est en mode comment je vais niquer le game. Non, je suis pas du tout. Je suis pas comme ça. Genre, vraiment pas. Genre mes amis pourront te le dire, je suis tout le contraire de ça. Ok, ben, c'était intéressant de clarifier cette position. Et pour finir sur une dernière question par rapport à cette sorte de place étrange que tu as, que moi vraiment je trouve intéressante parce que c'est trop bien d'avoir des gens qui sont à des postes dans les communautés nouveaux, tu vois, qui permettent aussi d'avoir un point de vue sur la communauté différente. Comme dans le break, on a des puristes de chez puristes qui sont garants de certains codes coûte que coûte, tu vois. Et c'est très bien qu'il soit là aussi pour faire chier tout le monde sur le fait qu'il faut pas porter du Adidas et du Nike en même temps. Après, ça les regarde eux et voilà, tu vois. Mais et du coup, toi, je me demandais si, venant de ce background-là, si tu te sentais une sorte de responsabilité vis-à-vis, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent le hip-hop et le break par toi, tu vois. Euh, Ouais. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir une sorte de responsabilité de devoir restituer ce que c'est que le break, ce que c'est que la culture hip-hop au mieux, ou tu fais simplement ton délire artistique comme tu le sens, et finalement, peu t'importe si ça va éduquer les gens correctement à ce que c'est que le hip-hop et le break. Bah, j'avoue que je crois que je crois que j'ai jamais conscientisé le, le break de cette façon-là, en fait, comme un puriste. Tu vois, j'ai jamais, je l'ai toujours vécu, même très jeune, en fait. Je sais que Didier, pourtant, qui était vraiment dans la mentale break, fast et machin, bah, qui est aussi un mec super ouvert et il, 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 il me laissait partir dans mes tripes parce que j'étais déjà dans des tripes chelous à mettre vraiment
Enfin, t'imagines, genre à l'époque du break où tout le monde était en mode bras coup de clash, genre il me laissait quand même, il me mettait du Yann Tiersen et il me laissait danser parce que genre j'avais trop besoin de, tu vois, de danser sur Yann Tiersen, ça paraît trop cliché, genre j'ai une image trop cliché dans ma tête, mais c'était la réalité, tu vois, de l'époque. Il me disait vas-y pars dans tes délires et tout ça, et c'était, et j'ai l'impression que bah juste ce truc-là s'est poussé, c'est qu'en fait après j'ai voulu faire des études de photo. Et, et après, je suis parti faire des études de photo, mais je continue à danser pour le kiff. Et je crois que, bah, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais j'ai jamais pris le délire trop au sérieux, tu vois. Ça a toujours été un kiff et quelque chose que je trouve beau. Et je kiffe le break de puriste, comme je kiffe. En fait, j'aime la danse, tu vois ce que je veux dire? C'est que je trouve ça beau dans tous les cas. Alors que des fois, j'ai des potes maintenant qui ont évolué dans ce truc-là et qui sont en mode oh ouais, ça me saoule le break. On dirait les mecs, enfin, ils évoluent up et tout. Alors que moi, genre, je suis encore. Enfin, je suis tellement impressionné et je kiffe encore, tu vois. Genre, vraiment, j'ai encore les frissons de quand je suis enfant, quand je vois des gros battles. Euh, mais c'est juste que. Ouais, après, je pense que c'est juste une question de sensibilité, en fait. En vrai. Je pense que c'est juste ça. Au final, on parle de 10 000 choses et tout, mais qui t'es? C'est quoi tes racines? C'est quoi qui te fait vibrer genre dans ton cœur, tu vois, quand t'écoutes de la musique et du son? Est-ce que c'est la rage, la haine qui te guide dans ta danse, tu vois? Ou est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la musique? En fait, on a tous des choses différentes qui nous font ressentir quelque chose sur l'instant T. Tu vois, et tu le vois quand t'es en battle, il y a des frérots, genre il y a un son TX qui arrive, et tu sens que le gars c'est ça, c'est son énergie, tu vois, il est en mode genre c'est ça, j'ai envie de démarrer un gars, tu vois, c'est ça son énergie, bah c'est ça son énergie, tu vois. Et moi, genre, bah c'est pas ça mon énergie, quoi, tu vois. Donc, je sais pas si j'ai Euh, répondu à ta question. Si, d'une certaine manière, c'est cool. Satisfait mon Noé. Satisfait. Nickel. Pour changer un peu de sujet, j'aimerais un peu parler de créa. Tu as fait ta première créa qui s'appelle Ride, je crois que c'est ta Ride, première créa, hein. ouais, ça Ouais, s'appelle. qui a pas mal tourné. Et si je dis pas de bêtises, là actuellement, tu es sur une nouvelle création, non? Ouais, exactement, qui s'appelle Maison d'en face. Ok, tu peux nous parler un peu de ce créa, de quoi ça va parler, d'où vient l'envie, depuis combien de temps tu es Ouais. dessus et tout ça. En fait, bah, en vrai, tout a été alimenté par le confinement parce que, imagine-toi, j'ai fini première ride le jour où ont annoncé le confinement. Genre, c'est un truc de fou. On était à Caen, on finit la résidence Lumière, on est dans le train et on nous parle d'un truc, ouais, confinement. Aucun de nous connaît le concept, le mot, ce que c'est. On est en mode, ouais, il y a un truc de confinement, je sais pas. On est en mode, ouais, c'était lourd la résidence, on est tous en train de kiffer. Et on n'était pas au courant qu'à ce moment-là, et bah, nos 40 dates, on les avait bien pris en compte, tu vois. Et qu'on allait juste pas tourner en fait pendant 2 ans. Donc après, moi, je me suis battu pour que on fasse deux Olympiades, de Trianon avec mes producteurs. On a réussi à caler des dates pile quand il y avait des brèches. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai été enfermé, tu vois, comme tout le monde. Et j'ai vécu des moments franchement très particuliers. Je trouve que je pense pour tout le monde. Mais genre, tu sais, aujourd'hui, on en parle même plus, tu vois. C'est comme si c'était rien, mais moi, ça a été ouf. J'ai pu connecter comme jamais j'avais connecté avec des amis. Genre, je veux bien dire, même tes meilleurs potes avec qui tu traînes H24, tu vas te faire des 2 3 jours avec, voire des semaines. Mais t'es pas un mois tous les jours à te lever en slip à côté de lui, tu vois ce que je veux dire? Là, c'était des trucs qui étaient assez forts et moi, je me suis retrouvé tout seul avec que des couples. En fait, j'ai vécu un moment assez chelou parce que j'étais à un moment de ma vie où j'étais solo et en fait, j'avais que des couples qui étaient très couples. Tu vois ce que je veux dire? Très genre, on fait tout à deux, machin. Et en fait, j'idéalisais un peu ce truc-là et je souffrais d'être seul. Et j'ai un peu voulu. Du coup, j'étais en observateur en fait, un peu dans cette maison. Et j'ai observé
tous les couples et je voyais qu'en fait, j'étais pas si mal seul en fait. Et en fait, j'ai commencé à noter pas mal de trucs et je voyais que je voyais toutes les failles et à la fois, on a vécu des très belles choses. Et ça parle de ça, Maison d'en face, de toutes ces choses que j'ai pu observer autour de l'amour, de la complexité humaine. Mais ça parle aussi je suis quelqu'un qui déteste être seul, tu vois, qui a très peur d'être seul. Et, euh, et en fait, paradoxalement, j'ai quasiment toujours vécu seul, même très jeune. Genre à 19 ans, 20 ans, je vivais déjà dans un appart solo, tu vois. Et en fait, je le vis assez mal de vivre seul. Genre, j'ai plein de tourments, j'ai plein de trucs très complexes. Et en fait, du coup, j'ai un peu imaginé que je fantasmais je faisais des espèces de crises d'angoisse comme ça. Et ce qui m'a apaisé, c'était de fantasmer, euh, de fantasmer une maison où je pouvais y mettre tout ce que j'aime et tout ce qui m'apaise sur cette terre, tu vois. Et, euh, et en gros, ouais, c'est un peu ça. Et du coup, concrètement, comment tu fais pour mettre tous ces sentiments, tout ce que tu as vécu du coup pendant ce confinement sur scène? C'est quoi les procédés que tu vas utiliser? Le Comment tu fais? procédé, déjà, grave les gens avec lesquels je travaille. Par exemple, Flavien Berger, c'est un musicien avec qui je fais les musiques de ma pièce. Euh, on a beaucoup échangé pendant ces confinements. Je suis allé chez lui à Bruxelles. Il faisait des streams intimes, donc il y avait 15 personnes qui suivaient une vidéo tous les jours à 18h. Il jouait en live, il expérimentait des choses. Et, euh, et en fait, j'étais en mode ouais, ça me parle. Et puis, on a grave parlé de la vie, tu vois. Donc ça, c'est à travers le relationnel, à travers les idées que tu partages, à travers des discussions. Et en fait, bah, c'est quelqu'un qui me parle dans sa musique. Il a ce truc où il est ouvert à tout. Tu sens qu'il a des influences, même, je pourrais même dire hip-hop, tu vois, à certains moments. Mais il a ce côté électronique, il a ce côté poétique. Il a plein de choses qui me représentent beaucoup. Et en scénographie, je bosse avec Garance Vallée qui bosse dans des choses très apaisantes, tu vois, genre en termes de design, c'est des choses très minimalistes, beaucoup de courbes, c'est autour, c'est vachement autour du brutalisme et, euh, et enfin juste ça m'apaise et ça me met bien. Mariam Nazir-Sadeh, la meuf qui fait les costumes de la pièce, c'est une New-Yorkaise où bah, je trouve que c'est la personne où j'aime le plus, ce qu'elle transmet dans la sape. En fait, j'essaye de dénigrer aucun art autour de la danse. J'essaye juste de... Pour moi, la danse, c'est un art que je trouve le plus beau parce que je trouve que c'est le plus dur, genre objectivement. Parce que parce qu'en fait, on fait face avec notre machine, on fait face avec notre corps en fait. Là où, bah, franchement, j'ai fait de la photo et il y a eu des moments, j'ai fait des belles photos, mais même si ça me demandait un œil et tout, tu vois, genre, c'est incomparable de travailler la coupole pendant 2 mois et de saigner de l'épaule entre savoir comment appuyer sur un bouton et sans dénigrer la photo, tu vois, parce qu'il y a tout ce qu'il y a derrière. Je trouve que vraiment la danse, c'est un art qui est hyper dur, tu vois. Et je sais Hmm. que bah, j'ai envie de la sublimer, tu vois. Et peut-être que en cherchant à la sublimer, je passe à côté. Je me mets à la place des puristes, mais je me mets à côté, je passe à côté peut-être de temps que je devrais peut-être plus passer sur la danse, tu vois, peut-être plus à travailler une matière en continu et tout, mais ça m'intéresse trop en fait. En ce moment, je crois que ça Hmm. m'intéresse trop ce lien. Je veux voir qu'est-ce que ça fait vraiment si je connecte cette designeuse là, cette cette scénographe là, ce mec qui fait ses lumières, ces musiciens là, avec nos petits corps qui ont plein de matières différentes. Et après, bien sûr, il y a la manière dont je chorégraphie et dont je ressens les choses, mais voilà, en tout cas, ça m'intéresse vachement de faire ce lien parce que la vérité, c'est par rapport à ma vie, je vois par rapport à quand j'avais 15 ans.
où bah, je chiais hip-hop, je vivais hip-hop, je mangeais hip-hop, comme dirait Didier. Je, Aujourd'hui, je vais voir une expo. Après, je mange avec une pote qui a écrit un livre. On parle de son bouquin. Après, je vais au bureau, on travaille sur de la mode. Et en fait, aujourd'hui, ma vie, elle tourne autour de l'art, mais de plein de facettes différentes. Et aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de porter aussi dans la danse, quoi. Oui, puis du coup, que si ça se trouve, ce que tu fais, en fait, c'est pas des pièces de danse, c'est des sortes de mise en scène, mais au sens global de tous les différents métiers que ça comporte. Et des fois, j'ai l'impression, en me mettant aussi à la place des puristes, que je considère pas être non plus, tu vois, que puisqu'on est danseur, on serait censé mettre de la danse à son plus haut niveau. Mais en fait, si ça se trouve, si tu mets la danse à son plus haut niveau, elle va, elle va prendre le pied sur plein d'autres outils que tu aimerais exprimer et on va plus voir les lumières parce qu'on a trop donné d'importance à la danse. Alors que toi, tu veux qu'on voie la danse et les lumières et les lignes et les couleurs et les costumes et Ouais. peut-être juste que tu as trouvé la juste dose de danse à mettre dans les spectacles que tu fais. Ouais, et puis c'est grave une sensibilité aussi, c'est que parfois, en allant voir des pièces, je sais que je suis allé voir des trucs très techniques qui m'émuent pas du tout, tu vois, et genre Pina Bausch, la meuf, elle avait la force de tendre la main avec un regard et un passé, et je sais pas, tout ce qu'elle était dans son entièreté, ça me prend dans tout mon corps, et pourtant elle a tendu la main. Alors qu'il y a des frérots, ils sont là. En fait, j'essaie de travailler aussi une certaine justesse dans le jeu de mes danseurs. Pour moi, c'est important aussi. Je sais que j'ai plusieurs fois, par exemple, voulu faire des choses avec des danseurs hip-hop. Et, je sais que j'étais en mode, juste de la manière dont ils tendaient la main, je savais que déjà, j'avais juste un mois de travail. Juste pour leur dire, non, ne surjoue pas. Ne surjoue pas. Si je te dis, t'as de l'émotion, c'est pas genre, soit genre en mode intense et machin. Non, soit toi, brut, avec ton passé, avec juste ce que t'es, ne surjoue pas. Et je sais que les danseurs hip-hop, ils avaient ce souci-là. Je caricature, hein, tu vois, je globalise le truc, mais c'est parce que c'est la réalité. C'est vraiment ce qui m'est arrivé plein de fois avec des danseurs hip-hop. C'est qu'il y a ce truc où ouais, il surjoue. Et je sais que moi, l'interprétation pour un danseur sur scène, elle est hyper, hyper, hyper importante. Je, de comment tu montes sur scène, tu peux. C'est ça que je trouve magique avec notre métier, c'est que comment tu montes sur scène, tu peux inventer un personnage. Tu vois, par exemple, Timo, en ce moment, il est dans cette espèce de truc un peu punk où il est là avec ses lunettes, il est en mode je break et je m'en bats les couilles, tu vois. Mais il envoie un mood, il envoie quelque chose qui a des répercussions sur tous les gens qui le regardent et on capte son énergie, tu vois, on capte ce qu'il veut faire. Peut-être que s'il ferait la même danse sans le mood de vie qu'il a, tu vois, peut-être qu'on trouverait ça pété, tu vois. Et pourtant, Hmm. on se le mange à chaque passage parce que même si des fois il se foire, on est en mode il est dans sa worst, tu vois, il tape son délire parce qu'il a, il a son. Je trouve qu'il interprète quelque chose. J'ai l'impression, tu vois. Peut-être que je me trompe, peut-être que pas du tout. Tu le sais même peut-être plus que moi, mais j'ai l'impression que au fond de lui, il a envie de projeter quelque chose et il interprète quelque chose. Et je trouve ça trop intéressant en tant qu'artiste. Je dis pas qu'il faut qu'on se déguise tous les jours, tu vois. Je dis pas ça. Je dis que je trouve ça intéressant la facette de genre de se projeter dans quelque chose qui une extension de nous et de pouvoir la faire évoluer et de la projeter sur scène, tu vois. Et Hmm. c'est peut-être pas forcément à 100%, mais c'est une facette de nous, tu vois, et je trouve ça intéressant. Et du coup, si tous les aspects sont aussi importants pour toi, et si tu les mets tous, on va dire, au même niveau, entre guillemets, je parle des lumières, des costumes, de l'interprétation, de la matière dansée, etc. Est-ce que dans ta manière de prévoir les résidences et le processus de création, tu as prévu que tout s'entrecroise? Je parle de ça parce que souvent dans la danse, les gens travaillent que la danse et ensuite, très tardivement, arrivent les costumes et les lumières et tout ça. Est-ce que toi, pour que tout s'entremêle, tu as prévu que tout le monde se croise et que tout se fasse en même temps? Alors malheureusement,
résidence avec la scénographie, c'est une scéno que. Là, c'est la première fois que je fais une scéno aussi grosse. Donc, c'est très complexe. Ça coûte énormément d'argent. Et du coup, genre, limite, je crois que ouais, c'est pas limite en fait, c'est que je vais avoir qu'une seule résidence avec la scéno. Donc, on va bricoler, tu vois, on va imager les entrées-sorties, je vais essayer de les projeter dans l'univers, même il va être en construction et tout, mais voilà, on va jouer au théâtre du Châtelet, enfin, tu vois, c'est quand même une grosse salle avec, c'est eux qui gèrent les trucs et tout, donc c'est tout un bordel, c'est assez complexe. Mais par exemple, ouais, tout s'entremêle dans le sens où, bah, tu vois, on a déjà fait les fittings pour la sape. On n'est pas à l'abri que la meuf qui a fait des sapes, bah, peut-être on fasse une vidéo pour elle. Et en fait, j'aime bien quand les choses se connectent et que, tu vois, Flavien Berger, j'aimerais bien, par exemple, qu'il vienne et que peut-être ça va rien avoir avec la pièce, parce qu'il n'y a aucune des musiques que je vais choisir et ça va pas être un vrai tableau, mais qu'il vienne 20 minutes pour expérimenter des sons et que je guide mes danseurs à essayer de faire des impros. Et, euh, et peut-être qu'on va en tirer quelque chose. Mais ouais, j'essaie de mélanger tout ça. C'est juste la scéno, c'est impossible. Sinon, oui, c'est ce que je préférerais. Tu vois, c'est ce que j'aime le plus. En fait, j'idéalise ça, mais j'avoue que j'imagine vraiment ma life comme un grand tableau d'art où peintre, danseur, tout s'entremêle, tu vois, et juste on arrive à communiquer les uns les autres, quoi. Je vais faire mon curieux, mais tu m'as trop teasé avec ta grande scéno. Tu pourrais nous expliquer un peu à quoi elle va ressembler, c'est quoi qui va être sur scène exactement ou pas? Euh, Alors, je t'ai disais, je t'ai vendu du rêve, mais c'est assez simple. En fait, j'avais bossé sur l'intérieur d'une maison et avec un mec qui s'appelle Jean-François Fourtou, qui est un gros designer qui a fait énormément d'œuvres, des maisons de géants, des maisons à l'envers et tout. Sauf qu'en fait, il voulait absolument, lui, reprendre le module de l'appartement de ses grands-parents. Et sauf que moi, en fait, avec du recul, je voulais que ça soit une pièce qui est intemporelle. Mm. Donc, j'ai un truc qui est assez minimaliste. J'aime beaucoup les jeux de lumière et tout ça. J'aime beaucoup que tu puisses te faire ta propre histoire quand tu vois un spectacle. Genre, j'aime pas, par exemple, dans une pièce quand tout d'un coup on parle. Pour moi, ça stoppe la danse, ça coupe la danse. J'avais vu une pièce il y a pas longtemps à la Villette et c'était des prisonnières et elle disait que c'était des prisonnières et j'étais en mode bah j'aurais voulu presque le sentir et le deviner, tu vois, genre, mais j'aime pas qu'on puisse le dire. En fait, j'ai l'impression que ça tue la danse. Justement, la danse, pour moi, les danseurs, on a accès à des choses voilà, où clairement, il n'y a aucun mot pour exprimer des fois ce qu'on ressent. On va puiser dans des énergies où, tu vois, c'est une énergie, mais il n'y a pas de mots réellement pour parler de ça. Et je sais que, bah, dans la danse, moi, j'avais besoin qui est ça, qui est ce truc où tu regardes quelque chose et t'es en mode ah ouais, j'ai trop aimé, tu sais, c'est un espèce de truc futuriste et tout. Et l'autre à côté, il est en mode, bah non, pas du tout, c'est genre, c'est sur le confinement, enfin, c'était là cette année. En fait, j'aime bien que les gens ne puissent pas se retranscrire le truc dans le temps. Donc j'ai fait une scéno qui est assez minimaliste. On est en train de créer des meubles de design du coup qui n'existent pas. En fait, une table qui n'existe pas, des chaises qui n'existaient pas avant. Et, voilà. Il y a des erreurs que tu considères avoir fait sur la première pièce, que tu t'es promis de pas répéter là sur le processus de créa de la deuxième? Bah, en fait, les erreurs pour moi, ça ne l'était pas. C'est que ça faisait vraiment kermesse, tu vois. Ça faisait vraiment genre spectacle de fin d'année. Mais c'est comme ça que je l'imaginais, en fait. C'est comme ça que je le ressentais. Pour moi, ça a été une pièce où c'était un mec qui balançait des sons sur l'iPhone et tu voyais des tableaux défiler. Et en vrai, on va pas se mentir aussi. Il y a cet aspect où on nous voit comme des créateurs, machin, ou avec la réalité, c'est qu'on est des bidouilleurs, tu vois.
C'est que vas-y. Genre déjà, on doit savoir comment on paye nos danseurs. Que une fois que tu sais comment tu vas payer tes danseurs, tu les as 4 jours. Il faut créer le plus vite possible. On est, c'est, ouais, en vrai, c'est compliqué. Je fais du mieux que je peux. Je pense que Mm. même ce que je vais faire dans les 2, 3 prochaines pièces, ça va pas réellement être ce que dans le fond du fond je pourrais faire. Mais parce que ça demande du budget, un budget monumental d'avoir ces danseurs. Si j'avais mes danseurs pendant 5 mois, bien sûr que je ferais une pièce où tout le monde dirait ah ouais, bah là, en termes de contempo, c'est chaud, tu te manges une claque et tout ça. Mais en fait, quand le frérot il est là, il doit gérer les lumières, il doit gérer le business, il doit gérer la SAP, il doit gérer la vie de chacun, enfin, de la vie de chacun de ces danseurs, machin, parce que c'est la vérité, tu vois. T'en as un qui est pas là parce qu'il a un problème de santé, t'en as un qui pleure parce qu'il a perdu sa daronne, t'en as un qui. Tu vois, c'est une aventure humaine, donc en fait, c'est ce que c'est, tu vois. C'est ce qui est sorti de ces 10 personnes qui se sont connectées à cet instant T, tu vois. Je pense que c'est aussi ça. Et je pense que je ferai des pièces qui vont être grave différente. Je pense que la prochaine, elle est différente. C'est pour ça que j'ai voulu changer de danseur aussi. C'était pour pas rester dans un truc, dans un seul truc. Là, j'ai changé de danseur, j'ai changé d'énergie. Parce que j'aime bien retranscrire le truc dans des époques et tu vois, essayer des choses nouvelles. Peut-être ça va être moins bien, peut-être que ça va être 10 fois mieux, mais ça sera, en tout cas, tu vois, ça va être ce que ça va être, quoi. On arrive vers la fin de la conversation, mais il y a quand même quelques petites dernières questions quand même que j'aimerais te poser, et notamment par rapport à, de par le parcours que tu as eu, toi, d'auto-entrepreneuriat et de connaissance d'autres circuits pour parvenir à des fins artistiques qui sont pas forcément les circuits classiques qu'on peut connaître quand on a toujours été que dans le milieu de la création de danse artistique. On a l'impression des fois, tu sais, qu'il y a que les subventions publiques et remplir un dossier et subir les temporalités des théâtres et des programmateurs qui viennent, etc. Là où, euh, là où toi, de par le fait d'avoir côtoyé et le monde de la mode et le monde de la publicité et tout un tas de monde, j'ai l'impression que tu as des visions différentes de manière de procéder. Est-ce que, euh, est-ce que du coup ça te sert pour les créas? Et est-ce que s'il y a des jeunes chorégraphes ou même des chorégraphes plus expérimentés mais qui ont l'impression d'être bloqués dans le circuit classique, tu aurais des remarques ou des conseils par rapport à ça? Alors, j'ai envie de dire attention parce que c'est aussi très compliqué. C'est aussi un énorme bordel d'avoir de pas être justement par rapport aux subventions de l'État et justement par exemple moi avec Olympia Productions euh, il y avait des choses qui étaient très compliquées. Par exemple j'ai fini mes théâtres du Châtelet, j'étais encore à moins 90 000 euros. C'était c'est très compliqué aussi c'est un autre bordel de passer dans le public aussi. Tu vois, c'est contrairement à ce qu'on peut penser, il y a du bien et du mal. Par contre, ce que j'ai envie de réellement conseiller, c'est que aujourd'hui, on est dans le monde de la visibilité. On voit ce que tu fais. Il y a Instagram, il y a 36 000 moyens il y a cette communication avec la vidéo qui existe. Donc c'est plutôt genre, fais ton truc, fais-le. Tu vois, moi je me suis levé le matin, je voulais créer la marche bleue. J'ai capté des danseurs, on a fait un truc, on a fait une vidéo, tac, j'y suis allé. Et pourtant, quand j'ai commencé à le faire devenir concret, euh, bah, je me rappelle ouais, que ma pote Marion, par exemple, elle m'a dit mais mec, franchement, tu peux pas passer par le public, c'est une galère. Ce qu'il te faut, c'est des subs de l'État. Ça va être trop complexe ton truc. Et en fait, j'ai fait. Tu vois, mais même si ça a été énormément de galères, c'est beaucoup, beaucoup de rendez-vous, c'est beaucoup de paperasse, c'est des choses compliquées aussi. Mais juste, il faut faire. Par exemple, un jeune chorégraphe qui est là et qui est en mode qui a envie de faire son truc, bah fais-le. Et franchement, si tu le fais bien, que tu sois dans le public, ça va se rejoindre dans tous les cas. Moi, c'est après avoir fait ma pièce, t'avais tous les théâtres, t'avais même la Philharmonie qui voulait
me signer une pièce. Enfin, t'as aussi toutes les organisations aussi autour de l'État qui me voulaient. Ce que je veux dire, c'est que comme première amorce, il faut y aller en fait, tu vois. Et en fait, si ton truc, tu le fais bien, bah après, frérot, va falloir ne pas dormir pendant 2 ans. Moi, j'ai pas eu de meuf, j'ai pas dormi pendant 2 piges, tu vois. Mais genre, sale, tu vois. C'est, ça demande du travail. Et Mais si tu fais ton truc bien, ok. Et par rapport à ce côté, ouais, c'est en gros pour dire que c'est juste, dans tous les cas, il faut le faire, que tu sois dans le privé ou dans le public. Si tu as vraiment envie de monter un projet, la première amorce, c'est de faire, de pas avoir peur de faire et de vraiment y aller parce que les deux vont se rejoindre. Mais les deux ont leur complexité aussi et leur qualité. ok. Et pour la suite, par rapport à ce dont tu viens de parler, de côté presque sacrifice, de juste travailler énormément pour que ça marche, toi, t'entrevois comment ta vie dans 10, 20 ans? À un moment donné, tu penses que tu vas arrêter et élever des moutons dans le Larzac, ou tu penses que tu seras toujours On revient beaucoup à ça. Non, je pense que ça serait me mentir à moi-même de dire que je suis comme ça, mais je pense que j'élèverai des moutons dans les Landes, mais par contre, j'aurais aussi moi, je me vois bien, genre vraiment maison de campagne, posée, et à la fois garder mon appart à Paname où tu peux faire des allers-retours et charbonner, quoi. Non, il y a toujours cette bougeotte. Ouais, T'as des projets un peu futurs où tu te dis là pour le moment c'est pas encore le moment, mais dans 10 ans j'espère que ce sera le moment ou pas. ouais, grave. Bah, en vrai, je vais pas faire le mytho, hein. J'en peux plus de Paris, j'en peux plus de la Fashion Week, j'en peux plus de la mode. Ça prend beaucoup de points de vie. Ça a du bon, mais ça a aussi beaucoup de mauvais en tant qu'humain. Euh, mais tu vois, j'ai l'énergie et franchement, je regretterais toute ma vie, genre, même à rien qu'à 40-50 balais, là, dans 15 ans, si je me dis, vas-y frérot, t'as pas charbonné au moment où il fallait charbonner. Et je vois, ça me fait du mal quand je vois des tontons, ils se réveillent, ils ont 45 ans, 50 ans, ils se réveillent. Je me dis, vas-y, c'est quoi de prendre sur moi encore 5-10 ans là et quand j'ai ma grosse calvitie, bah, tu vois, je kiffe ma vie, je kiffe les arbres et je fais des câlins aux moutons et voilà, hein. Chill. La calvitie, ce sera le point final de tous ces projets, c'est ça? La calvitie, ouais, clairement. Non, mais, non, mais après, bien sûr que je vais continuer je pense toujours continuer à créer, mais de créer comme je le fais, franchement, depuis ces dernières années, honnêtement, c'est pas sain humainement, tu vois. Je le dis, tu vois, c'est pas du tout sain. Tu vois, je rentre de mes Olympiades, je suis tout seul dans mon appart, je suis en mode, vas-y frère, t'as pas de meuf, t'as pas de vie, t'es un schlag, t'es obligé de fumer 4 ouinges pour essayer de t'endormir. Ça marche même pas tellement t'es en stress du lendemain parce que t'es en mode il y a un tel qui doit venir, tu dois gérer les promos, il y a la télé qui vient, il y a machin, tu te dis, t'es en train de penser comme un schizophrène en mode si je dis cette phrase à la télé, mais je suis cuit en fait à vie. Et en fait, c'est de prendre une parole comme ça, c'est beaucoup de responsabilité et ça peut te faire partir en couille aussi, tu vois. Même si j'ai des bons amis et que je reste, tu vois, encore les pieds sur terre, il y a eu des moments, le burn-out, on le frôlait quoi, tu vois. Mais c'est juste, pourquoi je parle de ça, c'est que les gens n'imaginent pas la quantité de travail qu'il y a derrière aussi la marche bleue et les Walk in Paris, même si je fais toujours genre, je pull up les choses à la zeub et il y a rien. Non, c'est tellement de travail, tu vois, genre, moi quand je vois mes potes qui se plaignent parce qu'ils sont en 35 heures, je suis en mode bah passe en 140 heures et tu vas capter le délire là quand un dimanche soir à 2 heures du match je suis encore en call pour gérer des trucs. Tu vois, c'est beaucoup de travail en vrai, beaucoup de sacrifices de pouvoir faire ce qu'on aime. Enfin moi c'est comme ça que je visualise l'art, tu vois, c'est que pour moi
je suis pas d'une bonne famille, donc la vie, elle était pas simple. Et du coup, bah, si j'ai choisi de faire de l'art, je me dois d'avoir une discipline dedans, tu vois. Je me dois de travailler à fond pour réussir dans ça, quoi. Pour devenir un futur babos, on va pas se mentir, le but, la finalité, c'est de porter des sarouels et d'être calé en haut de la montagne, tu vois. C'est la finalité de cette Fashion Week, tu vois. Mais mais faut grailler un peu avant quand même. C'est important. Faut l'énergie pour gravir les sommets. Ouais, c'est ça. On a un petit rituel à la fin de chaque podcast. Le premier, ce serait que tu nous donnes 3 références qui t'ont marqué, que ça peut être des battles, des spectacles ou n'importe, des perfs en lien avec la danse. Il y a un solo de Pina Bausch où il y a une femme qui danse en rose sous la pluie, où il y a une pierre derrière, là, je sais plus. Tu retrouveras Noé, en vrai, tu tapes Pina solo sur YouTube, c'est un des premiers solos qui vient. C'est Mais c'est c'est pas une des dans. plus belles vidéos. Je crois que c'est dans sa version qu'elle a. Je crois que c'est dans sa version qu'elle a faite du Sacre du Printemps. Je suis pas sûr, mais je crois que ce solo avec de la pluie devant la grosse pierre noire là, Ouais, c'est là-dessus. On retrouvera. ouais, je le trouve incroyable. Je pense à ça, je pense à Machine, B-Boy Machine, IBE 2007. Euh, Quand il a kické le son et que juste on était perdu pour ses habits 6 fois trop grands et sa musicalité. Quand il est Personne pouvait. dans son grand survêt noir et blanc là. Ouais, Exact. Je il le était vois. fou à cette époque. Ouais, fou. Ouais, ça c'est. Et c'est quoi? C'est des vidéos ou des moments de danse que tu m'as posé? Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Ouais. Et, et je dirais le passage qui m'a le plus choqué dans ma life petit, c'était un Shell Battle Pro à l'époque où justement bah, j'étais entouré que du break parce que ouais c'était en 2000, je sais même pas te dire, peut-être 2003 2004 tu vois, donc c'est vraiment vieux. Et, euh, et en fait pour la première fois ils avaient ramené un Quinry, ils avaient ramené Casper Boogie Bratz. Et c'est à l'époque où il avait ses cheveux longs, ses Converse, doudoune sans manches. Il est arrivé, j'avais jamais vu ça, tu vois, genre. Moi, tous mes gars à l'entraînement, ils sont là, ils travaillent que de la technique en survêt. Et là, t'as un frérot qui a juste trop de lust, qui prend tous les accents, qui danse comme genre. J'avais jamais vu ça de ma vie, tu vois, genre. Sa musicalité, ses déplacements, ses formes. Il avait une forme tellement différente de, euh, de- des autres Français, tu vois. Il était tellement décalé. Aujourd'hui, ça paraît tellement pas décalé parce que tout le monde s'est inspiré de ce lust-là. Mais à l'époque, c'était complètement chelou. En 2004, de voir Casper tout jeune comme ça avec son flow, c'est le passage où je me suis dit, ok, je vais faire du break. Parce que je kiffais le break et tout, mais il y avait un moment, j'étais en mode, ouais, je sais pas si c'est pour moi l'armée, tu vois, genre travailler que bras coups de trax tous les jours à la salle, ça me faisait un peu chier. Quand je l'ai vu danser, tu vois, j'ai fait ah ouais, non, en fait, il y a un délire à pousser, tu vois. Donc moi c'est mes deux gros inspi en vrai dans le break, c'est eux qui m'ont Machine et Casper, c'est eux qui m'ont fait kiffer. Petit, tu Mm. vois, c'est eux qui m'ont donné un graille. Ok. Pina, Machine et Casper, un drôle de trio. Merci. Euh, Ouais, ils vont faire la bientôt. et Ça enfin, serait pour bien. enchaîner, dans le petit rituel de fin, on crée un lien entre l'invité d'avant et l'invité d'après la personne qu'on est en train d'interviewer. Avant toi, on interviewait Faïs, Ok. qui est un tonton du hip-hop Ouais. français. Donc on lui Prophénomène exactement. On lui a demandé de te décrire en 3 mots. Il a dit, euh, il a dit entrepreneur, audace et b-boy. Et, euh, et on lui a demandé de te poser une question. Et donc la question qu'il a posée était qu'est-ce que c'est pour toi une créa hip-hop? Yes. Ok.
Ah, elle est dure cette question, putain. Elle est archi dure. Ah ouais, c'est compliqué pour moi, Surtout putain. quand tu sais que ça vient de Face, la question, elle est encore plus Ouais, lourde. ouais, t'as T'as pas le capté. droit de le décevoir. Ah, je suis dans le dur. Je suis dans le dur parce que vraiment, je me suis fait la réflexion que moi, Léo, dans mon ressenti, et c'est pas du tout universel, c'est ce que je pense, c'est que pour moi, quasiment ça va pas ensemble en fait. C'est que moi, mon approche de la danse, c'est le freestyle en fait. Et j'avoue que j'ai kiffé des shows. J'ai kiffé des shows en mode bah t'en prends plein la gueule, genre les shows de Fasté en 2006-2007, tu vois, où tu vois ce genre de show là où tu t'es en mode waouh, mais jamais j'ai vu une créa hip-hop où je me suis dit putain ça m'a pris au trip, tu vois. Hmm. J'ai jamais eu ça et j'ai l'impression, genre vraiment plus j'en vois et plus je me dis il y a un délire qui est incompatible en fait. Je crois qu'il y a un truc qui il y a un truc qui va et j'ai l'impression il y a un truc dans l'énergie mais c'est moi, hein, c'est ça, c'est juste que ça me touche pas, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un truc incompatible. J'ai l'impression que soit on doit faire un show, soit on doit faire, mais après, d'ailleurs, je pense que les peu de créa hip-hop qui ont marché, à mon avis, c'était chorégraphié par des mecs qui étaient pas du tout des danseurs hip-hop, je pense. Parce que du coup, ils avaient peut-être une écriture qui était différente, mais j'ai l'impression que nous, on a une danse qui est faite pour le freestyle quand même, tu vois, où il y a un truc qui est instantané, on a un truc à cracher qui est puissant. Et non, je vais pas dire que c'est incompatible, je vais juste dire que ouais, limite en fait, j'ai envie de te dire, si je vois une créa hip-hop, j'aimerais voir juste trois mecs freestyler en fait, Hmm. en vrai, tu vois. Ouais. Et c'est pas, en fait, tu vois, par exemple, Marion Motin, on peut dire que c'est du hip-hop, et c'est une créa que j'ai kiffé. Genre, Marion, honnêtement, c'est pas parce que c'est ma pote, c'est genre ce qu'elle avait fait avec Swaggers, j'avais trouvé ça grave lourd, tu vois. Mais juste, en vrai, ça s'inspire de tellement de codes différents, donc je sais pas si on peut dire que c'est réellement une créa hip-hop. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Il y a tellement de codes du contemporain, il y a tellement de codes du flamenco, tellement de trucs différents. Mais c'est une question qui est grave intéressante parce que je me la pose tout le temps et en fait, Hmm. vraiment, je me dis. Et pourtant, je suis un gars obstiné, hein. C'est comme j'aimais pas Jul. J'étais en mode pourquoi tout le monde aime Jul. J'ai écouté, j'ai tout regardé sur lui et au final, je suis en mode j'aime bien Jul, tu vois. Et parce que je veux comprendre ce qu'il y a, tu vois, derrière. Et je continue d'aller voir des créas hip-hop et à chaque fois, je capte pas, tu vois. J'ai l'impression que il y a un truc qui passe pas. Hmm. Je sais pas. Ok, merci. Voilà, Merci pour la réponse. Et du coup, la personne qui est juste après toi, c'est une chorégraphe justement hip-hop qui a fait plein de pièces et qui commence à avoir une longue carrière qui s'appelle Anne Nguyen. Je sais pas si tu vois. Ah bah si, c'est la première meuf que j'ai vu tourner sur la tête dans ma vie. Ok, et ben voilà, et ben c'est elle qu'on interviewe juste après toi. Est-ce que tu peux la définir en 3 mots pour commencer? Je dirais humble, forte et, euh, et réservée. Ok. Et, et du coup, j'aimerais que tu nous donnes un thème ou une question à aborder avec elle quand on la recevra. Ah ouais, non, j'allais partir dans un truc trop deep, mais je la tente quand même. Vous me dites ce que vous en pensez, au pire, je change. Vas-y. C'est, est-ce que tes relations amoureuses dans ta vie ont beaucoup influencé ton travail? Magnifique. Très beau ça. J'adore ces questions. On adore. En plus, ça faisait un petit moment qu'on essayait de Ah ouais, répondre ok. à comment réussir à poser des questions un peu plus intimes comme ça. Donc, tu viens de nous ouvrir une porte, Léo. Ok, cool. Cool. Parce que je sais que moi, ça joue beaucoup l'amour, l'amitié, tout ça, ça joue énormément en moi. Donc, je me pose la question si on fait tous semblant ou si vraiment il y a des gens, genre, ça change rien, quoi. Hmm. Tu vois, Ouais, ça ouais, change rien. C'est possible, hein.
Des gens je pense qu'il y a des gens détachés. Il y a des gens complètement détachés, ça va pas avec leur go, ils sont en mode ouais, tranquille, m'en bats les couilles, frère. Mais je sais pas. On verra, on lui demandera. Vas-y. Et juste pour la petite anecdote, Anne Nguyen, en fait, elle dansait avec Fasté, avec Didier. Donc, elle venait à la salle à Old School. Et en fait, la première fois que je suis rentré à l'entraînement, mes premiers entraînements de toute ma vie, quand j'ai appris le six step, quand j'ai appris genre mes premiers steps, elle était dans la salle. Plaisir. À Champigny. C'est beau, Voilà. la boucle. Donc la connexion, elle est... Trop bien. Ouais, vraiment. Eh bien, écoute, Léo, Ouais. ça a régalé de discuter avec toi. Merci beaucoup Grave. de nous avoir accordé cette heure et Ouais. 20 minutes par-ci par-là. C'était un grand plaisir. Bah, merci les gars, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer et de voir des choses ensemble ou de faire des choses. J'en doute pas. Carrément. Et ça serait cool de venir j'espère que vous viendrez voir Maison d'en face. Ouais, Vas-y, grave. j'aimerais beaucoup l'avoir. Ouais. Vas-y, avec plaisir. On tiendra au courant. Vas-y, ça marche. Bon courage pour ce que vous faites. Ouais, tout C'est pareil, bien, en de tout la cas, force. c'est important qu'il y ait des. Ça reste. C'est Ciao cool. l'ami, à plus. Ciao, à la prochaine.